Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui ce webinaire sur le potentiel de la géothermie sur votre site industriel. Ce webinaire est organisé par la CCI Grand Est. Il est possible grâce à nos financeurs que sont Climaction et l'Union européenne. Donc, je vais vous présenter des modalités pratiques dans un premier temps. Donc, cet événement, il est enregistré. On va vous diffuser les replays. Vos micros sont coupés. Vous pouvez interagir avec nous grâce à l'onglet questions. On répondra à vos questions à la fin du webinaire. On va garder un temps d'échange pour cela. Tous les supports de ce webinaire vont vous être également diffusés à la fin, donc on vous donnera tout ça. On va rentrer rapidement dans le sujet. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux intervenants que je remercie. Donc, en première partie, ça va être Noé Imperadori qui va nous présenter le potentiel géothermie. Noé est l'animateur de la filière géothermie dans le Grand Est. Il travaille au sein de l'association LER. Il va nous présenter les principes de fonctionnement de la géothermie, quelles sont les conditions favorables à la géothermie, et puis, il va aussi nous expliquer tout ce qui est retour sur investissement et les aides financières possibles. Et pour illustrer les propos de Noé, à la suite de son intervention, on va avoir le témoignage d'un industriel représenté par Nicolas Minois de la société Brodard. L'imprimerie Brodard a mis en place deux solutions de géothermie sur du neuf et sur de l'existant, et ils vont nous présenter tout cela. Donc, je laisse la main à nos intervenants et puis je reviendrai à la fin de cette présentation. Merci Lucie. Bonjour à Voilà. toutes et tous. Alors, normalement c'est bon, j'ai le contrôle de la présentation. Je vais essayer. Alors, ah, je ne vois plus la présentation. Je ne sais pas si petit problème technique. C'est normal, c'est C'est du bon? direct. Voilà, c'est bon là peut-être? Hop. Non, je peux pas passer les slides. Ah, OK. Alors, J'ai je pas le te donne le contrôle. contrôle. Voilà. C'est bon pour Prendre le toi, Noé? contrôle. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah, si. Ah, ça Ça y y est, est, tu l'as. formidable. Ah, voilà. Eh ben, on est C'est allé un parti. peu vite. Je vous laisse entre de bonnes mains. Merci Lucie. Du coup, effectivement, donc j'ai été convié par la CCI Grand Est aujourd'hui en tant qu'animateur de la filière géothermie pour vous présenter rapidement ce qu'est la géothermie, comment ça fonctionne, quels sont les intérêts de recourir à une solution de géothermie. Je vais essayer au maximum de respecter le timing qui m'a été dédié. Je suis désolé, je pourrais pas approfondir tous les sujets en lien avec la géothermie puisque plutôt que 40 minutes, il me faudrait 4 jours. Donc je vais faire au mieux. Vous aurez de toute façon la présentation et mon contact à l'issue de de ce webinaire. Donc n'hésitez pas si besoin pour approfondir le sujet pour votre projet en particulier ou parce que vous vous questionnez. On pourra le faire en direct. Alors, hop, voilà. Donc la mission d'animation de la filière géothermie en Grand Est, en quoi elle consiste? Déjà, c'est une mission qui a été mise en place début 2020, donc ça fait 4 ans et demi maintenant, qui est disponible sur tout le territoire du Grand Est. Et l'objectif est de faire de la sensibilisation à la géothermie dans un premier temps, donc de faire découvrir cette énergie renouvelable qui reste quand même malgré tout assez méconnue et l'intérêt que peut avoir cette énergie renouvelable. Donc cette sensibilisation, elle passe par différentes choses, la création d'outils, d'événements, l'organisation de réunions, de choses comme ça. La dynamisation du réseau des professionnels est un des objectifs également de la mission d'animation de la filière. Cette dynamisation, elle se fait à travers également différents axes, donc soit de la diffusion d'informations à travers la création de newsletters, l'animation de webinaires comme aujourd'hui, la mise en place
de formation pour faire monter en compétence les acteurs du terrain. Et puis en dernier lieu, je suis disponible sur le territoire pour accompagner à l'émergence de projets. Je ne suis pas un bureau d'études, par contre, je suis un interlocuteur neutre, indépendant et gratuit sur le Grand Est pour avoir des informations sur le sujet de la géothermie, aussi bien techniques, réglementaires, administratives, financières. Donc sur tout le spectre de la géothermie. Dans un premier temps, si vous vous questionnez, ou au fur et à mesure du projet, si vous avez des questionnements et que vous voulez avoir un conseil neutre, vous pouvez faire appel à la mission d'animation de la filière. Alors, c'est une mission qui est à destination des secteurs collectifs, tertiaires, industriels et des professionnels de l'énergie. Donc, l'industrie rentre tout à fait dans le spectre de la mission. Comme je l'ai précisé, le territoire sur lequel j'interviens, c'est tout le Grand Est, les 10 départements. Et c'est une mission qui intègre un réseau national qui est le réseau Animation Géothermie. Donc sur les autres territoires régionaux, il y a il y a des homologues à moi qui accompagnent également les mêmes cibles dans les mêmes objectifs de faire découvrir la géothermie et développer cette filière d'énergie renouvelable. Elle est portée localement par l'association Lorraine Énergie Renouvelable, qui travaille dans le monde des énergies renouvelables et dans la maîtrise de l'énergie depuis 20 ans maintenant, presque 20 ans. Et elle est portée, financée pour pouvoir être 100% gratuite par une grande majorité de financeurs publics, à savoir Climaction, l'ADEME et la région Grand Est, et une petite part du financement par des acteurs privés du monde de la géothermie, que sont Lithium de France et Électricité de Strasbourg. Donc pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais commencer par redétailler ce qu'est la géothermie. Alors, j'arrive pas à passer les slides. Hop, ça a l'air d'aller, ça y est. Donc la géothermie, il faut revenir sur ce que cela signifie initialement. La géothermie, c'est l'exploitation de la chaleur terrestre par l'homme. À partir du moment où on va aller valoriser de la chaleur ou d'ailleurs de la fraîcheur contenue dans le sous-sol, qu'on va aller valoriser des thermies contenues dans le sous-sol, pardon, on va pouvoir parler de géothermie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la géothermie, ça existe depuis des milliers d'années puisque historiquement, on utilisait la chaleur qui ressortait naturellement du sous-sol par des sources d'eau chaude pour alimenter des thermes, pour différents usages médicaux et autres. La seule différence qu'on va avoir maintenant, depuis le début du XXe siècle, c'est que à la place de valoriser la ressource qui ressort naturellement, on va aller stimuler le sous-sol et aller chercher directement, nous, euh, cette ressource-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la géothermie est une énergie renouvelable. Donc elle permet dans certaines conditions de produire du chaud, du froid, du rafraîchissement, il y a une petite différence entre les deux, et pour des cas très spécifiques, de l'électricité. C'est tout l'intérêt d'en faire la promotion, c'est que cette ressource, elle est 100% renouvelable, disponible dans le sous-sol, librement, gratuitement, pour aller alimenter différents besoins, on va dire. On va y revenir juste après. Alors, quand on parle de géothermie, il faut être conscient qu'on parle de différentes choses. Il y a différents principes de géothermie. Donc vous avez là qui s'affiche à l'écran une coupe géologique du territoire du Grand Est avec sur la gauche de votre écran la partie Champagne-Ardenne, la plaine de Champagne et une partie de la Lorraine, le massif vosgien, puis sur la droite euh, le territoire alsacien. Dans le monde de la géothermie, on a deux grands principes, deux grandes familles. On va avoir tout d'abord la géothermie profonde et ensuite la géothermie de surface. Ce qui différencie ces deux grandes technologies, ça va être notamment, réglementairement parlant, la profondeur à laquelle on va aller chercher ces calories ou ces frigories. À partir de 200 mètres de profondeur, on va pouvoir envisager la géothermie profonde. De 0 à 200 mètres, on sera sur de la géothermie dite de surface. Dans le monde de la géothermie profonde, on a deux grands principes. On a la géothermie profonde haute température, qui signifie une ressource à plus de 150 degrés, et une géothermie profonde basse température dont je vais vous parler juste après.
La géothermie profonde haute température, c'est très très spécifique et sur le territoire du Grand Est, c'est cantonné uniquement à certains territoires situés en Alsace. Pourquoi ça? Parce que, comme vous pouvez le voir sur la petite slide, la petite coupe géologique que vous avez sous les yeux, le sous-sol alsacien est fracturé. En fait, ces fractures-là, elles sont dues à une contrainte géologique appliquée au territoire alsacien, d'une part par le massif vosgien à l'ouest et par la forêt noire à l'est, qui ont fracturé ce sous-sol et qui permet de faire remonter via ces fractures des fluides géothermaux qui devraient se trouver à beaucoup plus grande profondeur, mais qui ont par ces fractures-là la possibilité de remonter à des profondeurs beaucoup plus accessibles et du coup à des températures beaucoup plus importantes. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de géothermie, on va parler de gradient géothermal. Le gradient géothermal, c'est la capacité du sol à se réchauffer plus on va en profondeur. En moyenne, en France, le gradient géothermal, il est de 3 degrés tous les 100 mètres. Ça veut dire que vous allez descendre à 1 km de profondeur, vous aurez à peu près 30 degrés sur la moyenne nationale, 30 degrés plus la température de surface. On part pas de zéro, on part de la température moyenne de surface. Donc si on est à 10 degrés en surface en moyenne tout au long de l'année, à 1000 mètres de profondeur, on sera à peu près à 40 degrés en termes de ressources. En Alsace, dû à ce contexte très spécifique géologique, on a des gradients géothermaux qui peuvent monter à 6 degrés, voire 9 degrés tous les 100 mètres, ce qui nous permet d'aller rechercher une ressource à beaucoup plus haute température que ce qu'elle ne devrait être à ces profondeurs-là. Et on a notamment deux installations de géothermie profonde haute énergie sur le territoire alsacien qui, euh, qui sont situées, la première à 5000 mètres de profondeur et la seconde à peu près 2500 mètres, 2600 mètres de profondeur. La première à 5000 mètres de profondeur va permettre de trouver une ressource à 200 degrés. Donc c'est l'installation de Soul sous forêt qui va permettre, via l'utilisation donc d'un système un petit peu spécifique, mais en gros c'est des alternateurs qui vont être alimentés par de la vapeur, de produire de l'électricité. Il y a uniquement dans ces conditions de chaleur et dans ces conditions très spécifiques liées à la géothermie qu'on va pouvoir produire de l'électricité. Il faut une chaleur suffisamment importante pour pouvoir valoriser de la vapeur et alimenter des turbines. La deuxième installation qu'on a sur le territoire alsacien en géothermie haute énergie à plus de 150 degrés, c'est l'installation, pardon, de Rittershofen, qui elle, à 2500 mètres de profondeur, trouve 170 degrés et permet d'alimenter une industrie, à savoir l'amidonnerie Roquette Frères, qui est alimentée en direct et uniquement en chaleur par cette ressource géothermale-là. Alors, je voulais en parler parce que c'est un sujet qui est important. Quand on parle de géothermie, on va parler de géothermie alsacienne et généralement c'est cette géothermie-là dont on va parler. Cette technologie-là, elle est valorisable sur le territoire du Grand Est que dans les zones où on a des failles qui se situent du coup sur le territoire alsacien. Et c'est des technologies qui sont à l'heure actuelle très peu développées parce que nécessitent beaucoup d'études avant de réaliser le quelconque forage pour aller valoriser la ressource, pour être sûr justement qu'on a de la ressource en quantité suffisante, puisque quand on cherche à aller entre 2500 et 5000 mètres de profondeur, c'est des coûts qui sont très élevés, très importants. Donc il faut être sûr économiquement que ce soit viable pour aller chercher de la ressource à ces profondeurs-là. Ce principe-là, il est aussi valorisable sur d'autres territoires français, à savoir dans les dom-toms, par exemple. En Guadeloupe, on a le même principe qui va permettre de produire de l'électricité parce que là, on est sur une géothermie qui va être sur une zone volcanique. Donc, on a la centrale de Bouillante qui produit de l'électricité également à 2000 mètres de profondeur avec des températures très importantes, supérieures à 200 degrés de mémoire qui nous permet de produire de l'électricité, mais parce qu'en fait, on a sous nos pieds directement du magma à très faible profondeur. Donc forcément, on se doute bien que on est face à une chaleur importante. Alors, dans les autres principes de géothermie profonde, on va avoir la basse énergie. La basse énergie, c'est toujours une technologie qui va à plus de 200 mètres de profondeur et qui va
contrairement à la haute énergie, elles permettent d'aller valoriser de la ressource à moins de 150 degrés. Comment on fait? En fait, on va aller chercher des nappes d'eau souterraines qui sont présentes à des profondeurs supérieures à 200 mètres et qui permettent d'alimenter soit en direct, soit via euh, le recours d'un générateur de chaleur supplémentaire, donc une pompe à chaleur, directement des réseaux de chaleur urbains ou alors des industries. Ces technologies-là, on va les retrouver beaucoup sur le territoire de la région parisienne, notamment, où on a une nappe d'eau souterraine qui est située entre 800, non, pardon, entre à peu près à 1500 mètres de profondeur, entre 1500 et 2000 mètres de profondeur, qui est la nappe du Dogger, et qui, via le recours de deux forages, un qui va permettre de prélever cette eau-là, qui est présente naturellement entre, ouais, on va dire 60 et 80 degrés en fonction du territoire. On va valoriser cette ressource, alimenter directement du réseau de chaleur urbain, une grosse densité de population sur l'île de France, donc alimenter les réseaux de chaleur. Et pour rester dans le spectre d'une énergie renouvelable, il nous faut avoir le moins d'impact possible sur la ressource. Donc on va réinjecter via un deuxième forage la totalité de l'eau qu'on aura prélevée pour alimenter ce réseau-là. Cette technologie-là, en Grand Est, pour l'instant, on n'en a pas, ou très peu. Ça va plutôt être à usage de thermalisme ou euh, directement de valorisation de ressources. Euh, je prends l'exemple d'un forage qui va être utilisé, qui va être à 800 mètres de profondeur pour alimenter la piscine thermale, par exemple, sur Nancy, pour aller chercher une ressource à 35 degrés. Mais en alimentation directe sur du réseau de chaleur ou sur de la production industrielle, malheureusement sur le territoire du Grand Est, pour l'instant, on n'en a pas. Simplement, non pas parce qu'on n'a pas de ressources en eau dans le sous-sol, simplement parce qu'on manque encore de données. Donc, avant de réaliser ce projet-là, il va falloir caractériser la ressource de manière importante et du coup avec des coûts qui sont relativement élevés. Mais ça va se faire petit à petit. Et du coup, c'est des choses qu'on va voir arriver sur le territoire parce que environnementalement parlant, c'est hyper intéressant, avec très peu d'émissions de CO2 et surtout économiquement parlant, une fois qu'on a réalisé les forages et qu'on a bien étudié le projet d'un point de vue économique, le coût de l'énergie derrière est très faible. Et c'est ça qui rend cette technologie si intéressante. Donc voilà un peu les grandes technologies de géothermie profonde qu'on peut rencontrer. Ce que je vais faire moi maintenant, c'est aborder plus en détail une autre solution de géothermie qui, elle, va être valorisable de manière beaucoup plus importante sur notre territoire, qui est la géothermie dite de surface. Donc la géothermie de surface ou géothermie très basse énergie, c'est une solution qui va nous permettre d'aller rechercher une ressource entre 0 et 200 mètres de profondeur à des températures qui ne seront pas très importantes, qui seront comprises entre 10 et 15 degrés, donc qui vont être toujours valorisées pour de la production de chaleur via un autre système que je vais vous présenter juste après, donc qui est une pompe à chaleur géothermique. Mais 10 ou 15 degrés, ça a le gros avantage de pouvoir être utilisé également sur de la production de froid. Et c'est ça qui rend aussi la géothermie si intéressante, c'est qu'avec un système de production d'énergie, en plus de ça renouvelable, vous avez la possibilité de faire du chaud, du froid ou du rafraîchissement. Alors le rafraîchissement, contrairement au froid, c'est une valorisation directe de la ressource pour baisser de quelques degrés. Donc en gros, si vous puisez 10 degrés dans le sous-sol et qu'il fait 35 degrés dehors, vous avez un delta de température suffisamment important pour rafraîchir le bâtiment de quelques degrés. L'intérêt de ce rafraîchissement-là, qu'on appelle du géocooling, ça va être d'abaisser de quelques degrés de manière quasi gratuite la température du local que vous allez chercher à rafraîchir. Et sinon, si vous cherchez du froid un peu plus important, par exemple, sur de l'utilisation industrielle ou, je dis une bêtise, dans des hôpitaux où il y a des besoins de froid, des choses comme ça, vous allez également pouvoir produire du froid qu'on dit actif, mais renouvelable via la ressource géothermique, la ressource qu'on va puiser dans le sous-sol. Vous avez également la possibilité de produire de l'eau chaude sanitaire et dans certains cas, de valoriser cette ressource-là pour euh, répondre à une partie du process industriel. La géothermie de surface, elle est valorisée la plupart du temps en chauffage de bâtiments,
aussi en production de rafraîchissement de bâtiments. On peut l'avoir en process, mais c'est à destination de tout type de bâtiment, que ce soit du résidentiel, du collectif, du tertiaire, de l'industriel, peu importe, vous allez pouvoir alimenter un bâtiment. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, quels sont les usages liés à cette géothermie de surface? Donc, ce que je vous expliquais juste avant, c'est que via cette géothermie dite de surface, on va pouvoir alimenter en chaud un bâtiment en utilisant ce qu'on appelle une pompe à chaleur. Donc, pour rehausser de quelques degrés la température qu'on va puiser dans le sous-sol avec le recours d'une pompe à chaleur. Ensuite, on va pouvoir également produire du froid avec un gros froid ou une pompe à chaleur dite réversible. On va pouvoir également, et ça c'est très intéressant notamment dans l'industrie, produire en simultané du chaud et du froid via ce qu'on appelle une thermofrigopompe. Et comment ça fonctionne globalement ce système de géothermie dit de surface? C'est vous allez toujours avoir trois compositions. Donc, dans un premier temps, le captage géothermique, donc la valorisation de la ressource en sous-sol pour alimenter la pompe à chaleur géothermique. Alors la pompe à chaleur, sans entrer trop dans le détail, puisque malheureusement on n'a pas vraiment le temps aujourd'hui, mais la pompe à chaleur, c'est un système qui va consommer un petit peu d'électricité pour fonctionner, mais à la différence d'un système de chauffage classique qui va fonctionner soit en combustion, soit du système de chauffage électrique classique avec un système de résistance, un système résistif, donc qui va fonctionner à effet Joule, où il va falloir balancer beaucoup d'électricité pour chauffer une résistance. Là, le système de pompe à chaleur est un système thermodynamique. Donc en fait, vous allez jouer sur des changements de phase de fluide, donc passer d'un état liquide à un état vapeur, qu'on va pouvoir ensuite compresser pour monter en température le fluide. Donc c'est pas une utilisation, une valorisation via un effet Joule, donc avec des consommations d'électricité qui sont globalement beaucoup plus faibles qu'avec ce type de système-là. Cette pompe à chaleur-là, elle vous permet de produire du chaud, mais elle vous permet également, en inversant simplement le cycle, elle va vous permettre de produire du froid. Ce qu'on a tous à la maison, par exemple, un frigo, c'est une pompe à chaleur. C'est une pompe à chaleur qui, à la place de produire du chaud, va produire du froid, va extraire le chaud du frigo pour ramener du froid et maintenir nos aliments à bonne température. Donc sur le système, en plus d'avoir la partie captage, puis la partie pompe à chaleur pour rehausser ou diminuer la température qu'on va puiser dans le sous-sol, on a bien sûr une partie distribution. La distribution, c'est très important. Alors que ce soit sur le process industriel directement, où on a les besoins de chaleur ou de froid, ou alors dans des émetteurs pour pouvoir chauffer le bâtiment ou rafraîchir le bâtiment. La distribution, c'est quelque chose de très important, puisque quand on fonctionne sur un système de pompe à chaleur, que ce soit pour du froid ou pour du chaud, il y a des températures limites. On ne va pas pouvoir monter à plus, par exemple, de 60-65 degrés sans dégrader grandement les performances du système. Donc ça, c'est des choses qui sont à étudier, bien sûr, avant de réaliser quelconque projet. C'est un point qui est très important. Alors, pour poursuivre, donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionne une installation de géothermie, très rapidement, où est-ce qu'on peut développer de la géothermie de surface? Ben, la réponse à cette question, elle est assez simple, puisque en réalité, on peut faire de la géothermie de surface partout. Via les deux grands principes que je vais vous présenter juste après, on a la possibilité d'aller valoriser de la ressource en sous-sol quasiment partout sur le territoire français. La première façon d'aller valoriser la ressource en sous-sol, c'est via, comme pour de la géothermie profonde, pardon, excusez-moi, via l'utilisation d'eau présente naturellement dans le sous-sol. Donc via la ressource géothermie sur nappe, où on va aller chercher de l'eau qui est comprise entre, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, entre 0 et 200 mètres de profondeur pour alimenter la pompe à chaleur géothermique. Alors la géothermie sur nappe, comment elle fonctionne? Elle va fonctionner avec deux
dans la plupart des cas, deux forages. Le premier qui va nous permettre d'aller prélever l'eau de la nappe pour en extraire ses calories, et le second qui va nous permettre de réinjecter la totalité de l'eau qu'on aura prélevée dans ce système de nappe d'eau souterraine. Euh, cette technologie est extrêmement intéressante puisqu'avec des forages, un nombre de forages assez limité, vous avez la possibilité d'alimenter de gros besoins. Donc sur de la géothermie industrielle, ce qu'on va retrouver la plupart du temps, c'est de la géothermie sur nappe. Elle peut présenter quelques inconvénients, notamment en fonction de la qualité de l'eau que vous allez trouver sur place, puisque les eaux qu'on va aller valoriser pour la géothermie ne sont pas forcément les mêmes eaux qu'on va utiliser pour de la consommation. Donc, elles peuvent être non potables et présenter des contraintes physico-chimiques qui peuvent nécessiter une maintenance de l'installation. Mais globalement, sur de l'installation industrielle, c'est des technologies qui sont très intéressantes et qu'on va souvent chercher à aller valoriser. Le problème, c'est que cette technologie-là, je vous ai dit, la géothermie de surface, on peut la valoriser partout, sauf que des nappes d'eau souterraines, on n'en a pas partout. Donc, quand vous n'êtes pas en présence de nappes d'eau souterraines sur le lieu de votre projet, eh ben, vous allez devoir chercher un autre système de valorisation de la ressource en sous-sol. Ce deuxième système-là, c'est ce qu'on appelle des sondes, hop là, pardon, je vais aller un peu vite, des sondes géothermiques verticales. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller prélever l'eau dans le milieu pour en extraire ses calories, eh ben, il va falloir recréer un système qui fonctionne de la même manière. Donc avec des sondes géothermiques verticales qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres également. Donc vous allez créer artificiellement un captage de calories. En gros, les sondes géothermiques verticales, c'est quoi? C'est un forage qui va faire une quinzaine de centimètres de diamètre dans lequel vous allez descendre un tube qui est en polyéthylène haute densité. Généralement, c'est ce que vous voyez sur l'image là, c'est un tube en double U. Donc il y a deux tubes en U qui vont être descendus dans le forage. Une fois que ces tubes seront descendus dans le forage, vous allez les cimenter dans le sous-sol pour que ça bouge plus et que vous ayez une bonne conduction thermique avec le sous-sol. Alors c'est un ciment qui est spécifique à la géothermie, qui est conducteur de chaleur. Et une fois que vous allez cimenter ces tubes dans le sous-sol, vous allez pouvoir y faire circuler du fluide. Le fluide, qui est un fluide caloporteur, c'est simplement de l'eau auquel on va ajouter un peu de glycol pour éviter toute problématique de gel, donc de l'eau glycolée, qu'on va descendre dans ce tube et qui, en circulant dans ce tube qui est descendu dans le sous-sol, va se charger en calories par conduction, en conduction avec la roche environnante dans le sous-sol. Une fois que vous aurez récupéré ces calories, vous allez du coup pouvoir, comme pour la géothermie sur nappe, alimenter directement la pompe à chaleur qui va, avec la température que vous aurez prélevée dans le sous-sol, donc entre 10 et 15 degrés, entre 0 et 200 mètres de profondeur, vous allez pouvoir rehausser cette température ou la baisser pour produire du chaud ou du froid sur votre projet. Donc je rappelle, aussi bien en chauffage ou rafraîchissement de bâtiments que dans certains cas dans du process industriel. Donc voilà les deux grandes technologies. Alors il en existe d'autres dans le monde de la géothermie. On a la possibilité de valoriser la ressource en sous-sol dans euh, d'autres manières. Donc, par exemple, je vous en cite très rapidement, quand vous êtes sur de la construction de bâtiments neufs et que vous avez l'obligation de réaliser des pieux de fondation, parce que vous êtes sur un sol instable, ces pieux de fondation-là, au même titre que la sonde géothermique verticale, pourraient être équipés d'un tube dans lequel on va faire circuler le fluide caloporteur pour aller prélever les calories dans le sous-sol. Donc ça, c'est une possibilité. Vous avez également la possibilité d'aller valoriser les calories qui se trouvent dans les eaux usées, par exemple. Quand vous êtes en présence installé à côté d'une station d'épuration, bah, vous allez pouvoir valoriser la ressource, les calories directement contenues dans cette eau usée-là. Il y a différentes technologies qui existent. Ce qu'on va majoritairement retrouver en géothermie dite de surface, ça va être ces deux principes-là. La géothermie sur sonde et la géothermie sur nappe. Alors, contrairement à la technologie en géothermie sur nappe, l'avantage de la sonde, j'ai oublié de le dire, c'est qu'une fois que la sonde elle est installée, vous n'allez pas puiser dans le sous-sol.
en tout cas pas prélever de l'eau présente naturellement dans le sous-sol, ce qui veut dire que vous maîtrisez pleinement votre système et qu'il y a aucune maintenance à effectuer sur cette technologie-là. Par contre, contrairement à la géothermie sur nappe, où là, avec globalement 2 ou 3 forages, vous allez avoir la possibilité d'alimenter votre projet en fonction de la puissance et donc du débit à extraire de la nappe. La géothermie sur sonde, comme vous prélevez les calories dans un milieu fermé, vous allez pas pouvoir prélever autant de calories que ce que vous en avez besoin dans ce milieu-là. Donc, pour prélever la quantité de calories suffisamment enfin, pour répondre aux besoins du projet, vous allez devoir multiplier le nombre de sondes. En gros, multiplier les échanges avec le sous-sol pour prélever plus de calories. Par contre, donc ces technologies-là qu'on peut développer quasiment partout, elles peuvent présenter quelques contraintes de développement. La première des contraintes que vous allez rencontrer sur un projet de ce type, ça va être la disponibilité foncière. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur un bâtiment qui ne possède pas d'extérieur, tout simplement, que ce soit du parking, de la zone en herbe, peu importe, qui n'a pas d'extérieur, bah, vous ne pouvez pas aller prélever les calories dans le sous-sol. Sauf dans le cas de bâtiments neufs, à la limite, on peut le réaliser sous le bâtiment, mais c'est très spécifique. Euh, donc si vous n'avez pas de foncier extérieur, malheureusement, ça va être compliqué. Si vous avez du foncier extérieur, il faut regarder en termes de disponibilité foncière si vous avez la place pour installer ces différents systèmes. Alors la géothermie sur nappe va prendre peu de place par rapport à de la géothermie sur sonde, mais il faut quand même un écartement suffisamment important entre le forage de prélèvement et le forage de réinjection pour ne pas avoir d'interaction thermique entre ces deux systèmes de captage de calories. La géothermie sur sonde, vous aurez l'obligation, en fonction du nombre de sondes que vous allez installer, l'obligation d'écarter ces sondes d'une certaine distance. En moyenne, c'est une dizaine de mètres pour pas avoir d'interaction thermique avec le sous-sol. Donc ça, c'est la première contrainte. Ensuite, c'est connaître le potentiel de son sous-sol. Alors ça, c'est pas vraiment une contrainte parce que on a suffisamment de données à l'heure actuelle pour, en tout cas, ce qui concerne la géothermie de surface, contrairement peut-être à la géothermie profonde, pour savoir si notre sous-sol est pertinent à étudier ou pas. On a sur le site de géothermie.fr l'accès à un atlas de potentiel en géothermie sur nappe. En gros, cet atlas, c'est la carte que vous voyez, pardon, que vous voyez sur l'écran là. C'est un atlas qui permet de répertorier la ressource en sous-sol, la ressource en eau souterraine connue sur le territoire du Grand Est. Donc, si vous êtes en zone bleue, vous avez un fort potentiel. Donc, on se rend compte que sur le Grand Est, on a quand même un potentiel relativement important en eau souterraine. En vert, vous allez avoir un potentiel moyen, donc la présence en eau, mais qu'il faudra approfondir. Et après, quand vous passez sur des couleurs plutôt orange, rouge, jaune, c'est que vous avez un potentiel faible de la ressource. Donc, il faudra plutôt s'orienter vers une technologie en géothermie sur sonde. Ça permet de donner une première idée du potentiel. On a également accès, alors j'ai pas mis de photos ici, on a accès à ce qu'on appelle la banque de données du sous-sol. Une des forces qu'on a en France, c'est d'avoir un organisme qui s'appelle le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui centralise toutes les données, tous les ouvrages de plus de 10 mètres de profondeur, puisque à partir de 10 mètres de profondeur, il y a une obligation de déclaration des projets, de minimum déclaration, voire demande d'autorisation, ça dépend des projets. Et à partir de 10 mètres de profondeur, comme vous déclarez ces projets-là, le BRGM recense l'ensemble des projets déclarés sur le territoire du Grand Est, que ce soit pour de la géothermie, que ce soit pour du captage d'eau potable, pour de la recherche d'hydrocarbures, que sais-je encore. Tous les projets sont déclarés, ce qui veut dire qu'on a une base de données extrêmement importante sur notre sous-sol. À titre d'exemple, des projets de géothermie sur le territoire du Grand Est. En 2018, un état des lieux a été mené par l'ADEME qui nous a permis de recenser près de 4000 installations de géothermie sur le territoire. Ce qui veut dire qu'on a déjà 4000 points sur l'ensemble du territoire du Grand Est où on a un minimum de données
sur le sous-sol. Donc, ce qui nous permet d'aller plus loin dans nos recherches pour savoir si on va pouvoir aller valoriser la ressource disponible sur le lieu du projet. Ça, c'est un gros avantage. Mais la contrainte, puisque je parlais des contraintes liées au développement de la géothermie, c'est comme on va rechercher la ressource en sous-sol, c'est assez abstrait. En règle générale, le sous-sol, on n'arrive pas à savoir directement si oui ou non on a suffisamment de ressources quand on est un porteur de projet. Donc il va falloir aller approfondir cette notion-là via la réalisation d'une étude de faisabilité géothermique. C'est indispensable pour mener à bien un projet, c'est la première étape, faire une petite notion de potentiel, donc regarder sur les outils qui sont libres et qui sont gratuits pour savoir si on a un minimum de ressources sur le lieu du projet, et si c'est le cas, approfondir la donnée avec des études de faisabilité. Donc voilà, le potentiel géothermique, globalement, c'est disponible partout sur le territoire. En fonction de la ressource, on va plutôt s'orienter vers de la géothermie sur nappe ou de la géothermie sur sonde. Maintenant, une des contraintes qu'on peut également avoir, c'est ça va être lié à la réglementation qu'on va trouver euh, le la géothermie, pardon. Voilà. Hop, là, je vais aller un peu vite à chaque fois. Il y a un petit temps de réaction. Donc voilà, la réglementation, donc la géothermie, on fait pas n'importe quoi. On touche au sous-sol, donc bien sûr, on est lié à une réglementation spécifique. À partir de 10 mètres de profondeur, on entre dans le monde du code minier. Donc il faut savoir que pour tout type de géothermie, donc la géothermie profonde, c'est ce qui va être représenté un petit peu ici en jaune et rouge, donc en basse température et en haute température, on va avoir des contraintes réglementaires assez fortes, avec des demandes d'autorisation de recherche, des demandes d'autorisation spécifiques à faire auprès de la préfecture et instruites par l'ADREAL pour pouvoir aller valoriser la ressource en sous-sol et s'assurer que le projet soit viable et ne mette pas en danger les autres projets qu'il pourrait y avoir sur le secteur. Euh, le code minier, sans mauvais jeu de mots, c'est globalement une usine à gaz. Donc c'est assez complexe, mais pour faciliter le recours à la géothermie et notamment à la géothermie de surface, en 2015 a été mis en place ce qu'on appelle la géothermie de minime importance. C'est une simplification des démarches réglementaires qui, suivant un certain nombre de conditions, donc de profondeur notamment avec les 200 mètres, de puissance avec 500 kW à extraire du sous-sol, de température et des conditions de réinjection de la ressource en eau, notamment, vous allez pouvoir avoir une simple déclaration de votre projet. Donc globalement, c'est très simple. C'est quelque chose qui prend 30 minutes. Mais pour ça, il faut respecter tous des critères liés directement au projet. Donc des critères de recours à la géothermie qui sont liés au projet et aussi des critères de contexte géologique. Alors, vous avez tout le territoire français découpé en 3 zones réglementaires, des zones vertes, orange et rouge, qui vont vous donner l'opportunité ou non de déclarer votre projet, donc de passer en régime déclaratif ou alors de passer en régime d'autorisation en fonction de la géologie que vous allez trouver sur site. Ces cartes réglementaires-là, vous pouvez également les trouver sur le site de géothermie.fr. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en zone verte, ça veut dire que vous allez pouvoir déclarer votre projet, ce sera très simple. En zone orange, il y a un risque à réaliser de la géothermie, un risque, il y a un aléa en tout cas, qu'il va falloir maîtriser. Donc pour ça, il va falloir faire une étude complémentaire sur la géothermie pour vérifier que vous allez pouvoir réaliser de la géothermie sans contrainte et déclarer votre projet. Si vous êtes maintenant situé en zone rouge, ça veut dire que géologiquement, la géothermie présente un risque et vous allez devoir faire une demande d'autorisation. En gros, je ne veux pas vous effrayer, la majeure partie du territoire est située en zone verte avec une alternance quand même de certaines zones en orange et en rouge. Ça, c'est des choses qu'on peut directement savoir en amont du projet via le site de géothermie.fr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pas faire n'importe quoi, la géothermie est soumise à une réglementation spécifique et qu'elle peut être un petit peu contraignante en fonction des projets que vous allez mener. Donc il faut bien penser son projet bien en amont. Voilà. Ça, c'est une des contraintes au développement de la géothermie. Une, mais qui permet de sécuriser bien sûr le recours à cette technologie-là.
Euh, pour conclure avec la partie contrainte liée à la, à la, à la géothermie, c'est peut-être le prix d'investissement que vous allez devoir sortir pour réaliser une installation de géothermie. À l'heure actuelle, c'est une des technologies qui est quand même la plus chère à l'investissement. Par contre, c'est une des technologies qui est la moins chère à l'usage, au fonctionnement. C'est en ça que la géothermie est très intéressante. C'est que il faut investir dans le projet, mais derrière, à l'usage, vous allez avoir un retour sur investissement qui sera relativement rapide. L'ADEME donne des chiffres entre, ça dépend des projets, mais entre 6 et 13 ans. Le retour d'investissement sur entre 5 et 13 ans sur une installation en géothermie de surface via justement ces coûts de fonctionnement qui sont très faibles. Et pour pallier ce coût d'investissement qui pourrait être un peu prohibitif, il y a bien sûr la possibilité de recourir à des dispositifs d'accompagnement financier. En Grand Est, on a le gros avantage d'avoir Climaction. Climaction, c'est quoi? C'est la collaboration entre la région Grand Est et l'ADEME, qui est le guichet unique pour aller valoriser les dispositifs d'aide financière pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique de l'habitat et les énergies renouvelables. La géothermie étant une énergie renouvelable qui permet de plus de produire du chaud et du froid, c'est là une des seules solutions d'énergie renouvelable qui permet de produire du froid, elle est très bien aidée par les dispositifs d'accompagnement financier disponibles en Grand Est. Alors sur la partie Climaction, vous allez avoir un découpage entre la taille des projets. Si vous êtes sur une installation inférieure à 25 MWh ENR par an, donc c'est du tout petit projet, vous allez avoir une instruction par la région Grand Est. Si maintenant vous êtes sur une installation qui dépasse les 25 MWh ENR, donc pour globalement les projets industriels, ça sera toujours le cas, vous aurez une instruction qui sera réalisée directement par l'ADEME. Je vous ai mis en bas les liens vers les sites références pour obtenir toutes les informations sur les dispositifs d'aide. Je vais vous les présenter, mais très rapidement. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque dispositif d'aide permet d'accompagner, dans un premier temps, l'étude de faisabilité géothermique. Parce que, comme je vous l'ai précisé juste avant, toute installation de géothermie doit être euh, étudiée en amont de manière correcte si on veut que le projet soit pertinent. Donc, une étude de faisabilité géothermique, elle peut être financée par le dispositif Clémaction jusqu'à 70% du montant de l'étude. Bien sûr, pour ça, il faut respecter un certain nombre de critères, notamment passer par des bureaux d'études qui sont certifiés, qui sont qualifiés, respecter les différents cahiers des charges établis par l'ADEME et par la région, et puis bien se référer à son instructeur du dossier d'aide. Donc pour les industriels, ça va être dans la majorité des cas un instructeur de l'ADEME pour le recours à ce dispositif d'aide. En règle générale, il faut toujours savoir que les aides, on doit les demander en amont du projet. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir validé quelconque proposition d'un bureau d'études ou d'un professionnel ou d'un installateur pour pouvoir demander, solliciter de l'aide. Ça, c'est un point qui est très important. La première chose à faire, c'est effectivement regarder les dispositifs d'aide et faire la demande du dispositif avant d'avoir validé quelconque proposition. Donc ça, c'est pour l'étude de faisabilité. Maintenant, une fois qu'on a réalisé l'étude de faisabilité et qu'on se rend compte que euh, la géothermie peut être intéressante, on va passer à la phase investissement. Donc pour les projets supérieurs à 25 MWh ENR, en fonction du nombre de mégawattheures, donc si vous êtes une installation comprise entre 25 et 2000 MWh ENR, vous allez avoir un barème qui va vous aider en fonction de la technologie que vous allez mettre en place. Donc, si vous êtes en sonde géothermique verticale, vous pourrez obtenir 50 euros par mégawattheure sur 20 ans. Donc, c'est un calcul à faire, etc. Avec également une aide au recours à la production de froid, ce qui n'est pas le cas pour les autres technologies. Donc ça, c'est à approfondir. Je ne vais pas vous donner tous les barèmes aujourd'hui parce que d'une part, on n'a pas le temps et d'autre part, ce serait pas intéressant pour vous. Mais il faut savoir que les
les projets sont bien aidés et qu'en règle générale, alors ça dépend du projet, mais on tourne entre 25 et 40-45% du montant de l'investissement qui peut être financé via ces dispositifs d'aide financière. Donc c'est quand même pas négligeable. 70% jusqu'à 70% pour le montant de l'étude et après en fonction du projet, 25 à 45% pour la part investissement. Pour ce faire, il va falloir contacter, alors aller directement sur le site de agir pour la transition.adem.fr, donc site que je vous ai précisé donc euh, plus tôt sur la présentation, ou alors, et peut-être pour plus de facilité, prendre contact. Oula, la diapositive c'est un peu décalé, je suis désolé. Prendre contact avec les instructeurs, vos interlocuteurs, les ingénieurs de l'ADEME qui montent et qui accompagnent les projets et notamment les dispositifs d'accompagnement financier sur le territoire du Grand Est. Donc, vous voyez, il y a différents interlocuteurs. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de me contacter aussi en amont du projet. Alors moi, je monte pas les dispositifs d'aide, mais je les connais, donc je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Je peux approfondir aussi tous les sujets que j'ai abordés aujourd'hui, parce que je suis désolé, j'ai dû être très rapide. J'espère que c'était suffisamment clair pour vous donner envie de vous intéresser à la géothermie. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une technologie d'énergie renouvelable qui permet de produire du chaud et du froid, qui est déployable quasiment partout dans toutes les conditions. Il faut juste s'en assurer en amont. Ça nécessite des études à mettre en place et que derrière, vous allez avoir un coût de l'énergie qui sera globalement très bien maîtrisé par cette technologie là. Voilà. Donc j'ai laissé aussi normalement quelques liens vers des je sais pas s'ils sont sur la présentation, j'arrive plus à passer la slide. Voilà, quelques liens utiles vers des documents qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Et maintenant, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais laisser la place au second interlocuteur, qui est directement un porteur de projet pour vous présenter des solutions de géothermie. Merci Noé. On va passer la main à Monsieur Minois qui va du coup illustrer de ses propos et va nous présenter du concret avec des installations qui ont été réalisées dans le Grand Est. Alors je ne sais pas si Monsieur Minois vous arrivez à bien avoir accès au PowerPoint, sinon je peux vous Impeccable. aider peut-être à diffuser les slides. Normalement, c'est bon là. Impeccable, impeccable. Et, merci Noé pour la présentation, ça a été très clair. Je me suis bien présenté ce qu'on a pu faire en projet. Je vais me présenter brièvement. Nicolas Minois, je suis le directeur financier du groupe Brodard Packaging. Brodard Packaging, c'est un groupe familial qui a un peu plus de 110 ans, qui est basé historiquement dans le département de l'Aube. On a 10 sites de production, on est une petite TTI de 450 personnes avec des sites de taille de 13 personnes jusqu'à 90 personnes. Et notre activité, on fait de l'emballage pour l'agroalimentaire, emballage souple, notamment l'emballage fromager, fromage à pâte molle, camembert, brie, et une activité étiquette. Et on a mis en place deux projets de géothermie dernièrement sur deux sites de production à Arcis-sur-Aube, à peu près une vingtaine de kilomètres de Troyes. L'un pour un bâtiment purement industriel et l'un pour le remplacement en fait de notre chauffage et de notre climatisation pour les bureaux du bâtiment industriel qui se situait juste à côté du second. Hop. Ça va dans l'autre sens. Les aléas de la technologie. Alors le premier projet, il a été fait sur le site de Brodard, qui est notre site historique où il y a 90 personnes. Donc là, on a fait la construction d'un bâtiment lancé en 2016. C'est le bâtiment pour un bâtiment d'une superficie de 620 mètres carrés. On pourrait le faire sur un bâtiment un peu plus grand, mais effectivement, c'était
un bâtiment qui était reconstruit par la suite. Ce qu'on a mis en place, on verra qu'il y a quelques photos sur les différentes étapes pour la construction de ce bâtiment et de la pompe à chaleur qui a été installée à ce moment-là. Donc là, notre système, c'est effectivement ce qui a été présenté par Noé. C'est une pompe à chaleur sur nappe à une profondeur relativement faible, puisque la réalisation du double forage a été faite à une profondeur entre 8 et 10 mètres. Ça peut arriver à 12, 14, 15 mètres en fonction d'où se situe la nappe. La proposition qui avait été faite par notre prestataire, c'était soit effectivement de faire un chauffage purement classique, une chaudière électrique ou une chaudière à gaz, ou une pompe à chaleur au haut. Là, sur ce projet-là, c'est uniquement pour faire du chauffage. Et donc, comme a expliqué Noé, on a foré 2 puits. Un puits pour capter l'eau à une température située entre 8 et 12 degrés. En fonction des régions et des départements où vous vous situez, ça peut être 10, 12 degrés ou 14 degrés. Et on rejette à ce moment-là dans un second puits avec la même quantité d'eau. Donc en fait, on n'utilise pas l'eau, on utilise les calories de l'eau pour augmenter la température et pour pouvoir chauffer ce bâtiment. Et effectivement, une des contraintes des projets de géothermie, c'est effectivement de faire un entretien annuel, comme on peut faire aussi un entretien de chaudière électrique qui peuvent être obligatoires tous les ans. Après, on verra par la suite que c'est aussi source de beaucoup d'opportunités. C'est pour ça qu'on a pu faire un second projet sur l'imprimerie de la Halle, qui est situé juste en périphérie du premier site industriel. Le premier fait à peu près 12 000 m² au total, et le deuxième site c'est 2 000 m² et s'occupe sur la partie étiquette. Et donc on a trouvé que le premier projet était très efficace, et donc on a mis en place un second projet en 2020 pour remplacer un système de chauffage et utiliser aussi un système de climatisation avec la mise en place d'une pompe à chaleur, cette fois-ci réversible, pour faire du chaud et du froid pour l'ensemble des bureaux de ce site-là. Et donc ça chauffe et ça climatise une surface de bureau de 450 m². Donc auparavant, on avait une chaudière 100% gaz. Et maintenant, on a une pompe à chaleur au haut réversible avec ce projet. Donc la réalisation de ce projet-là a été d'un simple forage, puisqu'en fait on a utilisé, puisqu'on est côte à côte en termes de bâtiment, on a utilisé le puits de captation d'origine du premier projet, et on rejette sur un second lieu pour un puits de rejet sur le deuxième bâtiment. Et la température est identique avec les mêmes contraintes, un entretien annuel. Ouais, j'ai un petit problème pour passer le slide suivant. Ouais, je vais peut-être vous aider si j'y Voilà. arrive. Voilà. Impeccable. Donc là, on a les photos du premier projet. Donc là, on a la mise en place du plancher chauffant. Donc ça, c'est la première photo. La seconde photo sur la droite, en haut à droite, c'est le puits vu de l'extérieur puisqu'il est refermé. Le deuxième, c'est l'intérieur du puits avec finalement une sonde et une profondeur pour capter l'eau. Et la dernière photo en bas à droite, c'est notre système en fait de chaufferie pour la pompe à chaleur, comme on pourrait avoir un système de chaufferie pour un système de chauffage classique. Donc on va passer par... Ouais. Et donc le coût d'investissement, c'est ce qui est important, c'est effectivement de revoir sur le retour sur investissement. Il y a des études qui ont été faites par l'ADEME. Là, on a eu des projets qui ont été réalisés, l'un pour en 2016, l'autre en 2020. Et donc, ça vous permet de voir le coût d'origine de l'investissement de ces deux pompes à chaleur, et avant subvention et après subvention. Et le retour sur investissement par rapport au coût énergétique qu'on peut avoir d'un chauffage traditionnel électrique ou à gaz. Et donc, je vous ai présenté le détail avec l'ensemble des dépenses, donc effectivement des dépenses de forage. Pour le premier projet, 12 000 euros. Le deuxième, c'est
le coût du chauffage de la PAC, de la pompe à chaleur en tant que telle, la PAC, 66 000 euros. Le coût du plancher chauffant, puisque ça a été un choix sur ce bâtiment-là, parce que pour des questions techniques, on avait une obligation de faire de faire un plancher chauffant pour des risques de départ de feu, etc. Et l'ingénierie et les études de sol auparavant, toute la partie technique que Noé a pu présenter, où il y avait une part de subvention jusqu'à 70%. Et donc le total de ce premier projet en 2016 a coûté 112 000 euros. Et donc si on compare par rapport à un chauffage dit traditionnel, le coût aurait été à peu près 17 000 euros pour la partie chaudière et système de chauffage. Pour le plancher chauffant, ça aurait été également de 24 000 euros. Donc la différentielle, le total, ça aurait été 41 000 ou 20 000 euros à peu près au plus bas si on avait un chauffage le plus simple possible. Le surcoût avant subvention est compris entre 71 000 et 92 000 euros. Et pour le deuxième, la pompe à chaleur pour des bureaux, là, je vous compare pas forcément parce que là, on change notre système de chauffage. Donc, effectivement, le coût d'origine, je ne l'ai pas retraité. Et le coût total de cet investissement pour la pompe à chaleur pour les bureaux de l'imprimerie de la Halle était de 160 000 euros avec un découpage à peu près équivalent. Le forage est un moins important puisqu'on a fait uniquement un forage. La partie études et ingénierie était moins importante puisqu'on avait déjà fait l'étude, puisqu'on était sur des bâtiments qui sont situés à peu près à 100 mètres l'un de l'autre. Le coût de la pompe à chaleur hydraulique était de 74 000 euros, un peu plus important parce qu'il y a un peu d'inflation et que la pompe à chaleur est réversible par rapport à l'autre système. Et le bâtiment chaufferie, puisqu'on avait à ce moment-là, il nous manquait un bâtiment pour installer l'ensemble du système à hauteur de 77 000 euros. Donc ça a été un coût d'un projet de 160 000 euros pour l'ensemble. Et là, on va pouvoir voir finalement la partie subvention. Pour le premier, on en a parlé. Pour les projets industriels, majoritairement pour les gros projets, pour des bureaux, les aides des investissements, c'est via l'ADEME. Donc, il y a des appels à projets, il y a des subventions dans le cadre du projet de pompe à chaleur. C'est un dossier relativement simple sur leur plateforme à déposer. Bon, il y a quelques informations à documenter, à décrire. Et avec votre prestataire qui installera la pompe à chaleur, il y a un certain nombre d'éléments à donner sur la qualité, sur le retour sur investissement, etc. Donc ça, c'est des éléments importants, mais avec notre prestataire, ça s'est très bien passé et généralement, notamment sur le second projet, le dossier a été rapidement validé. Et donc, en fonction à la fois aussi de votre taille et en fonction des éléments que vous pouvez subventionner, puisque si vous êtes une PME ou une ETI, les pourcentages peuvent être un peu différents. Auparavant, on était plutôt une petite PME, on est devenu une ETI, donc les pourcentages ont un peu réduit en termes de subvention. Pour le premier projet, c'est 55% du montant total de l'investissement qui a été éligible au projet. Et donc, on a eu un montant d'aide à hauteur de 50 000 euros auprès de l'ADEME. Et le surcoût après subvention, vous voyez qu'il est fortement réduit. À ce moment-là, le surcoût, il est entre 21 000 euros et 42 000 euros. Et pour le deuxième projet, le montant de l'aide a été un petit peu plus réduit, mais il a été à hauteur de 40% pour un montant de 40 000 euros. Et le surcoût, après subvention, a été de 120 000 euros. Donc là, on va voir sur le prochain slide, en fait, le retour sur investissement sur les nombres d'années. Effectivement, Noé a évoqué des durées relativement courtes. On est un groupe familial, donc effectivement, l'objectif est aussi, c'est un retour sur investissement à moyen terme, et j'ai la casquette sur la partie RSE. C'est aussi un des points de réduction de notre impact carbone, et ça peut être aussi intéressant pour vos projets. Pour le premier projet, notre retour, ça fait bientôt 8 ans qu'on a pu avoir un retour sur investissement. La consommation d'électricité a été divisée par 4. Au départ, l'origine était plutôt sur le type de projet, c'était divisé par 3. Au final, en réalité, il a été divisé par 4. Donc le coût estimé du chauffage 100% électrique dans ce projet-là, en 2016, était à peu près 11 000 euros par an. Quand on voit la hausse de l'électricité ces dernières années, en fonction des contrats d'électricité que vous avez pu souscrire sur les dernières années, on peut considérer que le prix de l'électricité pendant une période a doublé, voire triplé ou quadruplé.
Et donc le surcoût pendant la période 2022 à aujourd'hui est plutôt entre 22 000 et 44 000 euros. Le coût estimé en fait de chauffage de la pompe à chaleur, parce qu'elle utilise quand même un peu d'électricité, était de 4 500 euros dans le projet, 9 à 18 000 euros en période de crise. Et finalement, en fait, le coût réel a plutôt été, en période normale, de 3 000 euros au lieu de 4 500 euros. Et donc, l'économie par an, en fait, en termes d'électricité et en coût d'électrique, a été de 8 000 euros en période de tarification et d'électricité normale, et entre 16 et 32 000 euros en période de crise. Et si vous êtes sur du gaz, vous avez aussi des équivalents à peu près identiques. Le ROI, en fait, le retour sur investissement, a été plutôt de 3 à 5 ans sur ce projet-là, sur une période normale, et de 2 à 3 ans en période de crise énergétique. Et sur le deuxième projet, pour l'instant, la consommation a plutôt été divisée par 3. Donc là, on a remplacé par un système de gaz. Donc le coût estimé était de 9 000 euros pour le gaz. Ça, c'était notre coût d'électricité auparavant. Il a été aujourd'hui, le coût du gaz a à peu près doublé. Et donc, on est plutôt autour de 18 000 euros. Pour certains, peut-être un petit peu plus. Le coût estimé de la pompe à chaleur était de 2 500 euros. On est à peu près sur cette ligne directrice à aujourd'hui. Et donc, l'économie sur une tarification normale par an est de 6 500 euros. Et en période un peu plus compliquée de crise et du coût énergétique, notamment sur le gaz où le prix a moins diminué que sur la partie électricité, entre 13 et 26 000 euros. Donc là, dans un premier temps, effectivement, le ROI, le retour sur investissement, il était plutôt long, 18 ans en période normale. On peut le diviser quasiment par 2 en période de crise énergétique, et notamment en remplacement de gaz, puisque le retour du coût du gaz n'est pas encore revenu avec les contraintes qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement une vision parfois à moyen terme qu'il faut avoir pour pouvoir réduire sensiblement notre coût de l'énergie et réduire également notre impact carbone. Voilà, c'était pour vous présenter véritablement un retour d'expérience. Donc, c'est des projets où on a été ravis. On a été bien suivis également par l'ADEME. On a pu échanger avec eux régulièrement sur ces éléments-là. Et je pense que c'est dans les prochains projets pour nos constructions, c'est un choix qu'on refera, puisque le retour sur investissement est relativement bon. Et ça nous tient à cœur de mettre en place des pompes à chaleur sur les sites quand c'est possible. Eh ben, merci beaucoup pour ces interventions. Donc, du coup, je vais faire rapide parce qu'on a un peu dépassé l'heure. De toute façon, on avait prévu de répondre à vos questions un peu après la présentation. Donc, je vous laisse poser vos questions dans le chat pour pouvoir les préparer et puis on y répondra juste après, le temps que je vous rappelle, je vous présente rapidement les accompagnements de la CCI. Donc, ce webinaire, il a été construit dans le cadre du programme Noé. Le programme Noé, il est axé sur 3 gros sujets que sont l'énergie, l'économie circulaire et le climat. Donc, on est staffé sur toute la région Grand Est pour vous accompagner sur ces 3 thématiques. Donc, où vous soyez, vous trouverez un interlocuteur qui sont tous mes collègues. Donc, on est tous conseillers énergie sur ce territoire, sur le territoire Grand Est. Donc, l'avantage de nos accompagnements, c'est de vous apporter une expertise dans ces domaines. On n'est pas un bureau d'études, on fait pas d'audit réglementaire, mais on vous apporte une vision externe sur vos différentes problématiques. Il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise, hein, donc reste à charge 0 parce qu'on a des financements de nos partenaires. Et puis le gros avantage aussi, c'est qu'on est neutre et indépendant et on fait référence à des prestataires ou des bureaux d'études qui sont dans le Grand Est. Nous avons 5 grosses visites. 2 grosses visites sur la partie énergie, donc la visite énergie, la visite énergie renouvelable. Donc c'est dans cette visite-là que vous allez retrouver un accompagnement sur la géothermie. Notre souhait, en fait, c'est de développer les autres énergies renouvelables que le classique photovoltaïque. Donc, on peut vous proposer de la géothermie, on peut vous proposer du solaire thermique.
Donc après, on a d'autres accompagnements sur la thématique climat. Donc climat, c'est des projections avec Météo France et c'est construire un plan d'action pour pouvoir s'adapter au changement climatique. On a aussi la visite matières et déchets et la visite éco-conception. Donc, notre prochain webinaire, il sera sur le management de l'énergie dans les bâtiments. C'est Julien, mon collègue, qui vous la présentera. Je vous ai déjà mis le lien d'inscription si vous souhaitez y participer. Et puis, de toute façon, je fais très vite pour pas vous prendre trop de temps. Je vous remercie et je remercie les intervenants parce qu'ils ont été super. Et puis, on peut prendre un peu de temps pour échanger. On va prendre les questions qui sont dans le chat et puis on va y répondre. Donc, voilà. Donc la plupart des questions, Lucie, ont été traitées en direct. Il reste une question pour Noé de Jean-Baptiste Leroy qui demande dans la géothermie sur nappe en doublet, il a été spécifié dans les contraintes la maintenance des installations. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît? Alors ça va dépendre, ça va être vraiment dépendre de la qualité d'eau que vous allez que vous allez prélever. En gros, vous pouvez vous retrouver face à un doublet qui est en présence d'eau chargée en fer, chargée en manganèse, et vous risquez d'avoir un colmatage de votre système ou des choses comme ça. Donc en fonction de cette qualité d'eau, il va falloir soit faire de l'acidification du forage, soit aller brosser le forage. Mais j'en ai parlé parce que c'est un point sur lequel il faut faire attention. Donc faire une vérification du forage tous les 2 ans, c'est pas mal. Je connais des projets qui fonctionnent depuis 15 ans et qui n'ont jamais rien fait sur le forage et ça fonctionne très bien. D'un autre côté, il y en a d'autres où c'est dans des systèmes un peu compliqués, ils sont obligés de faire un brossage du forage tous les 2 ans. Donc ça dépend vraiment, vraiment de la qualité de l'eau. Et ça, c'est un point sur lequel vous pouvez déjà travailler en amont du projet quand vous allez effectuer des forages tests, si c'est nécessaire pour votre projet. Vous allez pouvoir réaliser une analyse de la qualité d'eau et déterminer si oui ou non il y aura une maintenance préventive à mettre en place, si oui ou non un équipement spécifique du forage, parce que ça dépend aussi de l'équipement qui est utilisé pour le forage. Le tubage qu'on va mettre, ça peut être du PVC, ça peut être de l'inox, ça peut être beaucoup de choses. Et ça va aussi varier en fonction de la qualité de l'eau. Donc, il n'y a pas d'application universelle. C'est vraiment lié au projet. Je Autre confirme. question? Nous, on n'a Oui, pas pardon. on n'a pas eu de contrainte au niveau du forage, en fait, en termes de maintenance. C'est pas sur ces éléments-là. Après, c'est de la maintenance très très basique, et donc le coût est très limité dans nos projets. C'est un des gros avantages effectivement de la géothermie, c'est que dans le cas où vous êtes sur un projet tout à fait classique qui nécessite pas une maintenance accrue du forage, ce qui est le cas pour 90% des projets, hein, vous avez une maintenance très faible à réaliser, donc un coût de la maintenance qui est vraiment pas très élevé par rapport à d'autres solutions à combustion où il faut faire un ramenage, où il faut nettoyer les corps de chauffe, où il faut tout ça. Là, c'est de la vérification classique des pressions, des connectiques électriques, du flux de frigo. Donc, c'est des choses très faciles à aborder. Autre question, cette fois-ci pour la géothermie sur sonde. Vous indiquez ne pas avoir de problème de maintenance. Comment réagir face à une fuite ou un colmatage du double U? Comment s'assurer Il n'y a qu'il pas n'y de... a pas de perte de fluide? Ouais. Sur des sondes géothermiques verticales, il n'y a pas de fuite ni de colmatage. Je m'explique. En fait, la sonde géothermique verticale que vous allez installer, elle est d'un seul tenant. Elle arrive sur le chantier en Touré. Toutes les soudures qui auront été effectuées sur la sonde auront été effectuées en usine, auront subi un test de pression avant d'être envoyées sur le chantier. Une fois que vous allez descendre la sonde, cimenter la sonde, donc déjà la sonde elle est descendue en pression, et une fois qu'elle sera cimentée dans le sous-sol, on va effectuer un test en pression. Donc quand elle est réalisée, une fois qu'elle est posée, qu'elle est complètement finie, on va faire un test de pression. Si jamais il y a une fuite, elle est irrécupérable. Ça veut dire que le foreur a fait une erreur à un moment dans son installation et devra installer une nouvelle sonde. Ça arrive pas souvent.
Ça peut arriver, ça arrive pas souvent. Si le test en pression est bon, qu'il n'y a pas de fuite, après la sonde elle est complètement recouverte. On n'y a plus du tout accès. On va la lier aux autres sondes dans un collecteur et c'est au collecteur qu'on va pouvoir avoir accès. Si jamais il doit y avoir une fuite sur le circuit de sonde géothermique verticale, c'est au niveau d'un raccord au collecteur. Et ces raccords-là, ils sont accessibles. Donc on peut les changer, on peut les réparer. Ensuite, il peut pas y avoir de colmatage dans le système. Pourquoi? Parce que on maîtrise pleinement la qualité du fluide. Dans la maintenance à effectuer sur une installation en sonde géothermique verticale. Alors sur la sonde en tant que telle, il y a rien à faire, on peut rien faire en fait. Par contre, sur le fluide, donc ça se passe en local technique à côté de la PAC ou au niveau du collecteur, on va vérifier le taux de glycol et vérifier la qualité du glycol tous les ans. Et en règle générale, on va avoir un changement du fluide caloporteur, donc de l'eau glycolée, qui va s'effectuer dans les 7 à 12 ans pour garder une qualité de glycol suffisamment intéressante pour le système et que ça pose pas de problème. Donc si tout est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de risque de fuite. Alors, mis à part si vous venez avec un bulldozer et que vous allez terrasser parce que vous n'avez pas fait attention que vous avez vos sondes et que du coup vous arasez les têtes de sonde, là effectivement, mais là c'est sur tout projet, c'est des choses qui peuvent, qui ne devraient pas arriver, mais qui peuvent arriver. Sinon, il y a pas de, si vous respectez les préconisations de maintenance, les sondes sont garanties 50 ans par le constructeur. Ils se rendent compte à l'heure actuelle que les 50 ans sont peut-être sous-estimés, parce qu'en fait, il n'y a aucune interaction, mis à part un échange de calories. Donc, c'est très, très restreint. Et là, les premières sondes qui ont été posées dans les années 80, ils se rendent compte qu'elles n'ont pas du tout bougé et qu'ils peuvent les utiliser encore pendant beaucoup plus longtemps. Voilà. Parfait, merci. Pas d'autres questions. Eh ben, merci à tous pour votre participation. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous sur vos problématiques géothermie. Et puis encore merci beaucoup à nos intervenants et pour la qualité de ce webinaire. Donc, je vais clôturer la webinaire et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.